Bonjour, bienvenue sur ce nouveau plateau live de Place to Be ici à Nantes pour le Climate Change. Nous sommes à quelques encablures, quelques semaines de la COP22 à Marrakech et déjà à quelques mois de la COP21. La question qui se pose aujourd'hui, c'est savoir comment la société civile se reconnaît dans ces COP, quel engagement elle y a mis, qu'est-ce qu'elle en attend, qu'est-ce qu'elle en a obtenu pour ce qui est de la COP21 et qu'est-ce qu'elle peut en obtenir pour la COP22. Et donc nous allons en discuter, échanger sur ce thème avec nos 4 invités que sont Martin Salmon, qui est tout au bout de la table ronde et qui va nous représenter, parce qu'on en a déjà un peu parlé, l'association Climates. À ses côtés, Marine Leduc, qui est journaliste indépendante et qui porte avec une autre journaliste un projet qui s'appelle la Luciole. Puis Samy Cheikh Moussa qui représente ici Place to Be, en fait l'hôte des lieux, l'hôte dans l'hôte qu'est Nantes et le Climate Change, et qui en est responsable du développement. Et puis à ma gauche, Vanessa Lobin qui travaille pour le GRS, conseillère technique climat et territoire. Alors on va commencer par Martin sur The Climates. Est-ce qu'on peut rappeler déjà en quelques mots ce que fait l'association Climates, quel est son objectif? Oui, bien sûr. Donc Climate, c'est un laboratoire d'idées et d'action sur le changement climatique. Donc on a finalement un travail qui porte sur plusieurs aspects. Un aspect vraiment simulation, action. On va essayer de sensibiliser les gens via des serious games comme Cop in My City, où les gens peuvent se mettre à la place finalement des négociateurs climat pendant quelques heures. Donc une partie vraiment action, une partie aussi recherche sur des projets qui nous tiennent à cœur. Donc chaque année ça change. Cette année on parle beaucoup par exemple de réfugiés climatiques, d'alimentation durable, ce genre de projet. Et ensuite un rôle de membre de Youngos. Donc on est accrédité par la CNUC pour assister aux négociations internationales sur le Alors climat. là il faut traduire. Youngos, CNUC, tout ça, ça veut dire quoi? Youngos c'est les Youth NGOs. Et alors la CNUC c'est la Donc les ONG jeunes. Voilà, exactement. Et la CNUC c'est la Confédération cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Et donc c'est l'organe de l'ONU, on va dire, qui gère la partie négociation internationale sur le climat. Donc COP21, Ça signifie COP22. que vous avez une place dans les négos officiels? Ça veut dire qu'on est observateur. Donc on est accrédité pour rentrer dans la zone de négociation. Oui. Beaucoup de zones de négociation nous sont ouvertes. Malheureusement parfois, et parfois un peu trop souvent, certaines portes se ferment parce que les parties veulent négocier entre eux. D'accord. Donc ça c'est la tambouille des COP, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Quel a été le rôle de Climates dans la COP 21 et comment vous envisagez la COP 22? Du coup on a un rôle qui est double. Il y a un rôle du coup vraiment en tant que quantité accréditée. Donc là on va faire un peu du lobbying, on va essayer de pousser notamment sur les questions d'éducation. Pour la COP 22 on va pousser à faire en sorte que l'agenda de l'action soit vraiment un outil efficace et performant au service du climat, avec beaucoup d'initiatives recensées. Il faut que ça soit opérationnel, il faut que ça soit utile, il faut que ça soit efficace. Et ensuite, à l'extérieur, on est vraiment dans la mobilisation de la société civile, notamment là pour la COP22, en ayant par exemple, on est en contact avec une association locale marocaine qui s'appelle Zerosbel, qui bosse beaucoup sur la question de la gestion des déchets. Et là, ils profitent finalement de notre venue en tant qu'association internationale, plutôt axée négociation climatique, pour élargir leur spectre de mobilisation. Donc ça, c'est aussi une grosse partie de notre activité, c'est sensibiliser sur ces questions-là, faire en sorte que les gens puissent s'approprier la question climat, qu'ils puissent s'approprier aussi les termes. Tu donnais l'exemple tout à l'heure, effectivement, les négos, c'est quelque chose aussi de compliqué. Donc voilà, c'est un peu c'est deux aspects de notre mission pour moi qui sont assez importants. Tu seras présent à Marrakech? Je serai présent en première semaine, oui. Première semaine, d'accord. T'es pas encore qualifié pour la deuxième? En fait, on envoie 6 personnes en première semaine et 6 personnes en deuxième semaine. D'accord. Et qu'est-ce que tu attends de cet événement, aussi bien peut-être à titre personnel qu'au titre de Climates? Au titre de Climates, on attend vraiment de passer de la COP. Finalement, Paris, ça a vraiment ouvert de nouvelles perspectives, une nouvelle dynamique, donc ça c'est très positif, on en est content. Maintenant, on attend à la fois l'implémentation, c'est-à-dire finalement donner un peu du sens à certains mots qui ont été choisis pour obtenir l'accord, mais aussi passer vraiment à l'action avec du coup cet agenda de l'action sur lequel on travaille avec les 2 championnes du climat pour en faire un outil qui soit très performant. Et ensuite, à titre personnel, j'attends aussi beaucoup de tous les événements hyper dynamiques qui vont se passer autour, à l'extérieur, avec les assos. Et ça, c'est hyper excitant parce que finalement, on rencontre énormément de personnes. Et c'est ce réseau finalement qui ensuite tient de COP en COP, d'événement en événement. Parce que finalement on rencontre des gens, on fait des partenariats, on travaille ensemble pour sensibiliser toujours plus de personnes. Et ça
c'est top, on s'éclate. Très bien. Marine Leduc, tu es journaliste et j'espère que tu t'éclates aussi avec la Luciole. Quel est ce projet Luciole? D'où est-ce que ça vient? En fait, le projet, il est créé avec une autre journaliste qui s'appelle Constance Bénard. Et on était toutes les deux bénévoles à Place to Be, où travaille Samy. C'était un lieu où les journalistes et les narrateurs, les artistes se rencontraient pendant la COP 21. Et à partir de là, on s'est dit, nous aussi, on va créer notre propre récit. Et ce sera à travers la radio, donc, qui s'appelle La Luciole. Et on fait un voyage de Nantes, qui a commencé en ce moment au Climate Change, jusqu'à Marrakech pour la COP 22. Et on passe par 7 villes, donc Nantes, Paris, Lyon, Marseille, Barcelone, Tanger et Marrakech. Et dans chaque ville, on va rencontrer des acteurs du changement, des initiatives citoyennes locales qui ont un impact au niveau local, dans les quartiers et les villes où elles sont implantées. Et au bout des quelques jours qu'on va passer dans chaque ville, on va créer une petite émission, une création sonore de 15-20 minutes où on va mixer les reportages et aussi les rencontres qu'on a fait avec aussi des artistes qui racontent le climat autrement. Voilà. D'accord, donc ce seront des longs formats radio. Oui, c'est ça. Qui feront intervenir justement des représentants de la société civile et dans lequel les journalistes se mettent un peu en retrait, c'est ça? C'est ça, en fait le format sera tout sonore, donc il n'y aura aucun commentaire de journaliste, nos voix apparaîtront très peu, seulement pour les questions. Et le but c'est de laisser justement la voix à ces personnes qui sont très peu médiatisées, qui n'ont pas forcément accès justement aux médias. Et notre but, c'est aussi d'inspirer d'autres personnes, les auditeurs, à aussi créer leurs initiatives, à se rendre compte que le changement est possible au niveau local, par des petites initiatives locales, et partout, à la campagne aussi, dans les villes, dans les quartiers. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'aller chercher des acteurs qui sont un peu dans les interstices, qu'on ne voit pas tout le temps. Qui sont dans des quartiers peut-être plus périphériques, qui sont... Exactement. À Nantes, par exemple, on a rencontré un collectif de femmes qui s'appelle IDL, qui est basé à Malakoff et qui souffre... un des quartiers populaires de Nantes. Voilà, qui souffre d'une mauvaise réputation. Et en fait, elles ont vraiment provoqué le changement dans le quartier en installant un composteur, en créant des événements pour rassembler les personnes du quartier. Là, samedi, il y avait un espace de gratuité où les personnes pouvaient faire des dons de vêtements ou d'objets et d'autres personnes pouvaient les récupérer gratuitement. Et ça crée du lien et c'est pour montrer aussi que les quartiers sont vivants et qu'il y a des initiatives positives dans ces quartiers. D'accord. Alors l'objectif, l'étape ultime, c'est Marrakech. Pour avoir vécu la COP 21, déjà je ne sais pas quels sont les souvenirs marquants journalistiquement qui te restent de cette période. Déjà, il y avait donc Place to Be, où on a pu rencontrer des personnes qui ont un impact important dans la société civile, comme Vandana Shiva, Rob Hopkins. Ensuite, il y a eu des événements marquants comme les manifestations, les rassemblements à la fin de la COP 21, qui rassemblaient tous les acteurs de la société civile. Il y avait aussi l'espace Génération Climat, qui était assez important pour la première fois pour une COP à Paris, qui rassemblait aussi beaucoup d'acteurs de la société civile. Et enfin aussi des événements comme au 104, qui étaient occupés, on va dire, par le réseau Action Climat, qui rassemblait des centaines d'associations françaises de la société civile engagées pour le climat. Oui, qui a reçu des personnalités comme Naomi Klein, par exemple. Exactement, aussi. D'accord. Alors, la COP22, comment ça s'annonce et est-ce que ces événements semblent aussi utiles? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Oui, ça fait à tes yeux? Oui, pour moi, ça fait avancer le schmilblick, justement, parce que les personnes se rendent compte, c'est un carrefour d'échange où il y a possibilité d'échanger, d'avoir de nouvelles idées, de créer un nouveau récit, aussi d'atteindre d'autres personnes, parce que là, on va être au Maroc, donc c'est aussi l'occasion de découvrir ce qui se passe ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, et l'occasion aussi de changer de point de vue sur le sujet. Et notre but, donc du coup, ce sera aussi d'être au Maroc, de voir ce qui se passe aussi au Maroc à ce niveau-là, dans les petites initiatives locales qui s'intéressent à la protection de l'environnement et au climat. Samy Cheikh Moussa, donc tu es responsable du développement de Place to Be, qui nous accueille ici à Nantes. Tu as fait
partie de l'équipe initiale en décembre dernier. Tout à fait. À Paris. Oui. Depuis le début de l'année 2015 pour préparer justement Place to Be pendant la COP 21. Alors déjà, peut-être, tu peux recamper un peu le décor de ce qu'était Place to Be. C'était dans une grande auberge de jeunesse, située près de la gare du Nord. C'est ça, exactement. C'était Paris. pas loin du RERB justement pour pouvoir se rendre rapidement au Bourget. Et cette idée, elle avait germé assez longtemps avant la COP 21, dès qu'on a su que Paris allait accueillir la COP 21. C'est une idée qui a germé dans la tête de la journaliste Anne-Sophie Novelle, qui est la fondatrice de Place to Be, et qui s'est dit, voilà, la COP 21 va être très importante, on l'a vu pour le climat. Elle vient à Paris et la France a décidé de mettre vraiment l'énergie pour que ce COP soit une réussite. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un lieu qui serait dédié à la société civile et pas forcément au Bourget, mais vraiment dans la ville de Paris. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'un QG ouvert à tous, le plus ouvert possible, où évidemment les négociateurs seraient les bienvenus, les politiques, les représentants étatiques, mais surtout en fait tous les autres, tous les citoyens, les médias, les blogueurs, les artistes, les experts, et comme l'a dit Marine, en fait créer un vrai carrefour ouvert où pendant 2 semaines les gens qui sont intéressés par un concept commun qui est celui d'écrire un récit, un nouveau récit plus inclusif, plus intéressant, plus sexy même si on veut dire sur le changement, contre le changement climatique et pour la transition pourrait se retrouver. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Et puisque tu parles de récit, qu'est-ce que cette expérience a permis d'apprendre? Les objectifs ont été pleinement atteints de notre point de vue d'organisateur, dans le sens où on a reçu plus de 10 000 personnes à la fois à Paris mais également dans d'autres villes, donc déjà à Nantes, à Bordeaux et à Toulouse, autour de formats qui changeaient de ce que proposent les COP d'habitude et de ce que même les acteurs de la société civile avaient pu proposer dans les COP, puisqu'on était sur vraiment raccourcir les distances entre ceux qui ont des questions, ceux qui ont une partie des réponses, ceux qui veulent diffuser ces réponses et ceux qui veulent remettre en question certaines des affirmations pessimistes et au contraire être sur un récit optimiste. Donc on a été confronté à plein de gens, donc ça déjà c'était une première réussite. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu un véritable enthousiaste et même je dirais quelque chose qui nous a dépassé, puisqu'on nous a dit la COP21 ça peut être un début, c'est même un très beau début, mais ça sera sûrement pas la fin, c'est pas avec la fin des 2 semaines que cette histoire que ce récit doit s'arrêter, au contraire il doit prendre son envol. Et donc il y a maintenant un réseau de narrateurs qui sont présents dans le monde entier, qui sont repartis chez eux après être passés à Paris, qui restent connectés, qui continuent à faire des projets ensemble et qui pour beaucoup, en fait, on dit qu'ils s'étaient libérés d'un certain nombre de carcans sur la manière de parler du changement climatique, sur la manière d'aller chercher le citoyen pour l'impliquer et pour lui faire comprendre que, évidemment, il y a déjà plein de solutions qui existent et il y a plein de choses qui sont possibles. Et même s'il reste beaucoup à faire, on peut être optimiste sur plein de points. Et c'est vraiment ça que ça a changé pour beaucoup de gens, c'est que ça a changé un peu leur orientation sur leur manière de parler du changement climatique. Est-ce que c'est pas pour autant, d'une certaine façon, en contradiction, c'est pas pour faire le rabat-joie, mais avec le chapelet de nouvelles qui sont égrenées et qu'on a encore vu cet été, avec ce sentiment qu'on a vraiment enfoncé les lignes irrémédiables de ce phénomène complexe qu'est le changement climatique? Si, très clairement, ce n'est pas être dans l'optimisme ou dans la volonté de montrer ce qui marche et de parler de manière politique. Ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours, ça ne veut pas dire qu'on ignore la montagne à gravir, ça ne veut pas dire qu'on ignore le retard pris sur certains points. Ça veut simplement dire qu'on pense en tout cas que pour le citoyen lambda, pour vous et moi, derrière nos télévisions, en train de lire le journal, c'est important de se rendre compte d'avoir les chiffres, d'avoir le fait que le changement climatique est déjà là et qu'il y a une urgence. Mais c'est aussi important de ne pas entendre que ça. C'est-à-dire que les problèmes, ça peut être les problèmes et ça va mal, ça peut être extrêmement désarçonnant, ça peut être très difficile à vivre, ça peut être moralement difficile à supporter, et ça peut pousser non pas les gens à changer, mais au contraire à s'enfermer, à vouloir ignorer le sujet, et ça c'est évidemment très mauvais pour la transition en fait. D'accord. Alors pour ce qui est de Marrakech, comment ça va se passer ?
C'est un nouveau QG, les modalités sont différentes. On était hôte, donc on recevait les gens chez nous à Place to Be à Paris, notamment parce qu'on était une équipe en grande partie, même si pas que française, avec quelques Parisiens. Là, évidemment, on va à Marrakech dans une autre optique. On va cette fois-ci sur une COP au Maghreb. Donc, on n'a pas vocation à être des hôtes itinérants, si j'ose dire. Au contraire, on veut inverser un peu la situation et on veut aller raconter l'histoire cette fois-ci, aller suivre ce récit qui est né à Place to Be pendant la COP21 sur place. Aller à la rencontre des narrateurs, essayer de à la fois regarder ce qui se passe du côté des négociations et ce qui se passe ensuite du côté des habitants de Marrakech, des habitants des autres villes du Maroc, et communiquer avec des partenaires, un maximum de partenaires médias et aussi de partenaires associatifs et d'ONG sur le fait que la COP22, ça va être une COP de l'action. Une COP où on va encore mettre plus en avant les solutions et on veut irriguer au maximum ensuite la société civile et les médias mainstream en fait, pour que l'espace qui s'est ouvert pendant la COP21 avec énormément de télévision, énormément de journaux qui avaient mis du climat dans leur page, n'oublie pas de faire la même chose pendant la COP22. Et que ça ne se referme pas totalement. Exactement. Ok, merci Samy. Vanessa Lobin, donc vous représentez le GRS qui est une ONG qui existe depuis 40 ans, c'est ça à peu près ? Tout à fait, 40 ans cette année. Donc autant dire que c'est pas ni la première ni la dernière des COP pour le GRS. Sans remonter en plus je connais mal les grandes aires climatiques, mais sans remonter avant l'Anthropocène, disons, sur le très long terme, qu'est-ce que le GRS, lui, a tiré comme enseignement de ces COP ? Est-ce qu'il faut y être ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que ça avance assez vite ? En quelques mots. Alors déjà, peut-être, je vais juste représenter brièvement le GRS. Oui, Donc déjà, le GRS, c'est le groupe le GRS. Énergie Renouvelable, Environnement, Solidarité. Donc c'est une ONG de développement qui existe depuis 40 ans, donc, et qui, depuis ses débuts, finalement, lutte contre les changements climatiques à travers en fait, des solutions techniques pour l'efficacité énergétique et l'accès aux énergies renouvelables dans les pays en développement, mais aussi en France. Et c'est ça bien notre particularité, c'est qu'on travaille à la fois sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre en France et dans les pays en développement, et également sur l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement. Et depuis une dizaine d'années, effectivement, on est dans les COP. Vous faites partie vous êtes représenté comme les ONG parmi les négociateurs. Alors on est dans plusieurs espaces. Si je prends l'exemple de la COP21, on était à peu près partout. C'est-à-dire qu'on était en zone bleue dans l'espace de négociation en tant qu'animateur de la Commission Climat et Développement de Coordination Sud. Donc c'est un réseau qui regroupe 30 ONG qui voulaient vraiment porter les sujets du développement dans l'espace des négociations climat, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les pays les plus vulnérables, les besoins des populations soient vraiment pris en compte quand on parle de lutte contre les changements climatiques. Donc on était en zone bleue, donc la zone des négociations. On était à l'espace Génération Climat pour donner à voir des solutions très concrètes qui peuvent être des réponses pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et puis on était aussi dans d'autres espaces, y compris au Grand Palais, parce qu'on considère que les entreprises font aussi partie de la solution et doivent avoir un espace plus contesté, on va dire. Plus contesté, ça dépend par qui, mais en tout cas qui était plus orienté par les entreprises. Oui, voilà. Ouais. Et on considère aussi qu'il faut parler aux entreprises pour faire avancer la cause. Bien sûr, oui, ce qui était un peu mis en cause, c'est pas tellement le fait de parler aux entreprises, c'est le fait que certaines entreprises, bien sûr, elles parlent beaucoup. On est d'accord. Après, il faut réussir à avaler quelques couleuvres pour pouvoir aussi faire passer des messages. Alors justement, c'est intéressant, c'est l'art de la négociation. Ouais. Qu'est-ce que entre la COP21, entre cette année qui a été riche en nouvelles, puisque l'accord est très proche d'être adopté d'un point de vue juridique, en fait, même s'il ne l'est pas encore. Et en même temps, je le disais tout à l'heure, ce chapelet de mauvaises nouvelles, de mois le plus chaud qui succède à un mois le plus chaud. Enfin, on se demande même s'il y a encore un sens de le dire, puisqu'on a compris. Même si la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Est-ce que quand même, il n'y a pas un décalage entre, enfin toujours, c'est la même question, entre l'urgence qu'on ressent et les tout petits pas qui sont faits, y compris quand la société civile essaie d'enfoncer un coin dans les négociations? Je pense qu'il faut bien distinguer ce qui se passe effectivement au niveau des négociations internationales, où
il s'agit de mettre d'accord 196 pays. C'est quand même extrêmement difficile, extrêmement long. C'est normal que ça prenne énormément de temps. Et il y a eu déjà, l'accord de Paris, on considère, nous, qu'il est historique dans le sens où on s'est accordé sur des grands principes d'ici à la fin du siècle. Après, il y a effectivement tout à faire, toute la mise en œuvre à faire, et en particulier par rapport aux contributions nationales de chacune, donc les engagements qui ont été pris par chacun des 196 pays, de façon à ce qu'ils soient réellement mis en œuvre et que ça contribue effectivement à la hauteur de l'engagement qu'ils ont pris collectivement à travers l'accord de Paris. Donc effectivement, maintenant, il va falloir suivre de très très près ces engagements-là. Mais sur le terrain, il se passe quand même beaucoup de choses. Même si c'est toujours pas suffisant, il y a aussi beaucoup d'initiatives, de solutions technologiques intéressantes qu'il convient maintenant de passer à l'échelle, c'est-à-dire de vraiment démultiplier. Des choses qui fonctionnent ici et qu'on pourrait... Qui fonctionnent ici ou qui fonctionnent dans les pays dans lesquels on travaille, localement, effectivement, qu'il convient de mettre en avant. Et c'est bien ça aussi, nous, notre enjeu, c'est de montrer ce qui peut fonctionner et qu'il faudrait vraiment massifier pour vraiment lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce qui fonctionne, par exemple ? Alors, je vais vous parler du Maroc, notamment parce qu'on travaille au Maroc depuis un certain temps, et c'est un pays historique pour le GRS. Et puis, comme la COP22 sera à Marrakech, c'est important de montrer à voir aussi ce qui se fait. Donc le GRS, depuis plusieurs années, travaille sur les hammams. Vous savez, donc c'est très culturel au Maroc, les hammams. Dans chaque village, il y a un hammam. Il faut s'imaginer qu'un hammam, ça consomme jusqu'à 1 tonne de bois par jour. Et vous pouvez imaginer du coup aussi les impacts que ça peut avoir sur la déforestation, sur la dégradation des sols, sur l'érosion et in fine sur la vulnérabilité des territoires eux-mêmes face aux impacts du changement climatique. Donc l'objectif sur ce projet-là, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique des hammams en remplaçant les chaudières, en prouvant des chaudières qui soient plus économes en énergie et en eau. Et puis par ailleurs, de travailler également sur la filière d'approvisionnement en bois. D'accord. Donc à ce jour, on a une dizaine de hammams qui sont équipés. L'objectif, c'est de démultiplier. Donc on ne remet pas en cause évidemment la pratique culturelle, on respecte le terrain sur lequel on est. À travers des solutions de terrain qui sont adaptées à chaque contexte culturel et chaque contexte social. Vous me disiez aussi tout à l'heure que vous avez travaillé sur les filières de pain, de fabrication du pain, c'est ça ? Tout à fait. De four à pain, effectivement, donc c'est créer une filière économique. C'est le même problème, effectivement, avec une consommation de bois qui est extrêmement importante. Et il n'y a pas tellement le choix que de produire du pain localement. Donc il faut accompagner les communautés aussi à introduire de nouvelles pratiques pour effectivement les fours à pain. Et ces nouvelles pratiques, comment elles sont reçues et comment elles sont appropriées ensuite ? Est-ce que c'est de la bienveillance ? Est-ce que les gens sont motivés ? Au contraire, est-ce qu'il y a du rejet ? Je ne vais pas dire que c'est toujours rose à chaque fois. Il y a des fois où c'est compliqué et des fois où on se plante. Et il faut l'admettre. Si je vais prendre un exemple de ce qu'on a fait, qu'on fait toujours au Mali et au Bénin, sur la promotion d'agrocarburants locaux. Donc vraiment des filières très très localisées sur des sols qui ne sont pas utilisés pour l'agriculture vivrière. On fait du jatropha. Sachant que c'est une plante qui est déjà utilisée pour faire des vives sur ces champs. Ça a très très bien marché au Mali, ça a été très bien accepté. On a une filière qui s'est créée avec un fonctionnement qui bénéficie réellement à la communauté locale. Par contre, ça n'a pas été accepté socialement au Bénin, pour plusieurs raisons. Il faudrait du temps pour les expliquer. Mais on ne va pas insister sur cette solution technique-là si ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, à chaque territoire, il y a une solution et il faut la travailler avec les communautés locales, avec les élus locaux pour vraiment bien choisir finalement. Alors, Vanessa, vous parliez de ces initiatives de la société civile. Est-ce que chacun de vous, à son échelle et à l'échelle du projet qu'il mène, ressent cette forme de frémissement, bouillonnement, je ne sais pas quelle est l'expression selon les cas, et comment vous le ressentez et comment vous le voyez de façon très concrète ? Martin, dans le public de Climate, par exemple, est-ce que ça répond ? Quel est l'état d'esprit des jeunes ? En fait, si on prend un exemple très concret, hier, il y avait on a parlé avec des collégiennes et des collégiens qui étaient venus ici avec Climate Chance, et on leur a demandé tout simplement s'ils savaient qu'il y avait une COP22
et personne ne le savait. J'ai demandé aussi à des collègues parfois s'ils savaient qu'il y avait une COP22 et en fait personne ne le savait. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que la société civile n'est pas toujours mobilisée sur ces questions-là. Par contre, au sein... Oui, elle n'est pas 24-24. Avec Climate Change, par exemple. Ouais, voilà. Mais par contre, dans les réseaux de personnes qui sont engagées finalement dans la dynamique de la COP21, il y a beaucoup de réseaux qui sont créés, notamment à la COI 11, donc la conférence des jeunes 11, qui s'est passée à Villepinte juste avant la COP21, où il y avait 5000 jeunes qui sont formés, qui ont brainstormé, qui ont travaillé sur les questions climatiques. Là, il y a beaucoup de réseaux qui sont formés. Et c'était un réseau qui était déjà interconnecté parce qu'il y avait 8 COI locales dans d'autres villes dans le monde, afin d'éviter notamment que les gens prennent trop l'avion pour venir à la COI. Donc en même temps. Voilà, en même temps. C'était connecté. Et là, l'année prochaine, normalement, on estime qu'il y aura 24 COI locales en parallèle de la COI 12 à Marrakech. Donc pour moi, donc le mois prochain, on pourrait presque dire. Oui. Dans 2 mois. Donc ça, pour nous, c'est un signe que voilà, ce qui s'est créé en termes de dynamique de groupe, de personnes engagées, ça se maintient, ça continue à vivre. Et ça, pour moi, c'est toujours sur une dynamique très positive. Ensuite, en termes de couverture médiatique, et c'est là où Place2Be, par exemple, est super important, en termes de couverture médiatique, on a besoin de continuer à apporter ce message. Et si l'accord pouvait rentrer en vigueur, notamment au cours de la COP22, à mon avis, ce serait un bon coup de projecteur pour rappeler aussi que même si l'urgence diplomatique de Paris a un peu évolué parce qu'on a un accord, il y a encore une urgence qui est l'urgence du dérèglement climatique. Et que de ce point de vue-là, c'est les chiffres dont vous parliez tout à l'heure. Il y a toujours tout est quasiment encore à faire. Donc je pense que c'est important de le rappeler et ce sera important de le rappeler pendant la COP22. D'accord. Et ce public, néanmoins, donc, qui ne sait parfois pas qu'il y a une COP22, est-ce que vous sentez qu'il peut prendre le relais à terme et faire que ça dépasse les cercles restreints ou quelques cercles concentriques au sein desquels souvent nous-mêmes nous rencontrons et que ça aille toucher vraiment beaucoup, beaucoup plus loin et de façon permanente? Moi, il y a 1 an et demi ou 2 ans, j'ignorais quasiment tout du processus onusien. J'ai appris parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, parce que j'ai les bons vecteurs pour apprendre, donc notamment les simulations. Donc ça, moi, je pense que les gens peuvent apprendre. Ensuite, rentrer vraiment dans le processus onusien, c'est quand même un peu peu mais avoir la connaissance... Sans parler d'aller jusque-là, juste dans la conscience des enjeux climatiques. Je pense que ça va vite, en tout cas, parce que la dernière fois, on est allé dans un lycée technologique en Seine-Saint-Denis, on a beaucoup échangé avec les jeunes sur ces questions-là. Bon, finalement, en posant des questions, on se rend compte qu'il y a des idées qui sont là, il y a de l'envie aussi de s'engager. Ensuite, il faut trouver le bon moyen. Et le moyen, il est différent selon les personnes, selon les passés, selon les envies, etc. Donc, pour moi, il y a un moyen, il y a toujours une possibilité, il faut juste trouver le moyen à chaque fois selon les personnes. D'accord. Marine, sur ce frémissement de la société civile, alors c'est ce que tu vas rechercher, j'imagine, avec la Luciole, mais est-ce que tu le ressens déjà, y compris d'ailleurs dans la profession, puisque j'imagine que tu as pas mal de confrères et consoeurs? Oui, à vrai dire, c'est vrai qu'on a l'impression d'être... c'est surtout notre crainte, en fait, c'est de l'impression d'être dans un entre-soi ou avec des gens pour qui c'est déjà acquis. Mais finalement, déjà, par rapport à notre expérience personnelle, l'année dernière, on ne savait pas non plus grand-chose sur le sujet. Et en étant à Place2Be, on a réussi à comprendre un peu mieux comment ça se passait. Et ensuite, on influence aussi notre entourage et ainsi de suite. Donc je pense que ça marche comme ça marche par des cercles concentriques. Et au fur et à mesure, la bulle s'agrandit. Ensuite, on se disait en allant par exemple, Constance était à Malakoff ce week-end, on se disait non mais à Malakoff, a priori ces personnes sont peu ou pas sensibilisées au sujet, mais finalement en rencontrant les personnes du quartier qui étaient présentes, il y avait beaucoup de gens du quartier qui étaient là, beaucoup étaient sensibilisés au sujet et ça les inquiétait, notamment pour leurs enfants, de voir comment sera le monde demain pour leurs enfants. Et on a vu aussi hier dans une autre initiative à Nantes, beaucoup de gens qui s'impliquaient parce qu'ils veulent, à leur échelle, changer les choses, quoi, être acteurs du changement. Donc au final, on voit aussi des personnes qui sont impliquées, auxquelles on s'y attendait pas en fait. Et qui ont une perception même intuitive des choses. Exactement, oui. D'accord. Ouais. Samy ? Oui, je pense que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'au final, il faut vraiment être sur de l'agilité pour voir ces frémissements et pour être capable de les amplifier. C'est-à-dire que
on va avoir effectivement des cercles qui vont être très en lien avec l'aspect officiel, accord de Paris, suivi dans les médias, partage sur Facebook dès qu'un nouveau pays a ratifié l'accord. Je veux essayer de parler des négociations autour de moi. C'est un aspect, ça montre une sensibilisation qui est très avancée. On va avoir des gens qui ne savent pas qu'il y a une COP22, et pour moi ça n'est pas il faut rester agile dans la manière d'échanger avec ces personnes et surtout de considérer ce que ça veut dire. Pour moi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sensibilisation, et voilà, je prends l'exemple de collégiens qui viennent à Climate Chance. Ils sont confrontés à plein de choses, à plein d'acteurs, à plein de solutions, et en réalité je dirais même c'est même pas si grave qu'ils ne savent pas qu'il y ait des conférences climat tous les ans, le processus onusien ou le principe de l'accord de Paris. Ce qui est vraiment important, c'est qu'eux ils soient confrontés à des acteurs qui leur disent est-ce que vous savez que les hammams au Maroc c'est en lien avec la problématique du changement climatique? Non, pour moi le hammam c'est ce qu'on va faire en vacances quand je pars avec mes parents, et on les fait rentrer, et ça pour moi c'est justement le récit dont parle la Place to Be. C'est le récit, il doit parler à chacun, et ça ne veut pas dire que chacun doit apprendre en CP la COP, en CE1 les négociations. Les simulations, c'est un outil génial, mais c'est un outil parmi plein d'outils. Et c'est pour ça qu'à Place to Be, on essaye toujours d'être le plus en lien avec un maximum d'acteurs. C'est qu'ils vont tous proposer une page ou un chapitre du récit qui, derrière, doit englober tout le monde. Alors effectivement, on a toujours des questions de mais est-ce que cet acteur-là, il s'y intéresse? S'il s'y intéresse pas du tout, c'est simplement qu'on lui a pas proposé du tout jusqu'à maintenant la bonne porte d'entrée. Et pour moi, ce frémissement, il est là, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de portes d'entrée sur le climat, et que ça sort de l'ordinaire. Et plus ça va sortir de l'ordinaire, plus les gens vont rentrer dedans, et plus on va voir les choses avancer. Est-ce qu'il y a des initiatives qui t'ont particulièrement inspiré? C'est la question que je vais poser à tous d'ailleurs, dans celles que vous voyez sur le terrain avec vos différents projets et travaux. Est-ce qu'on peut citer, aussi parce que ça marche en termes de persuasion et d'élan qu'on donne, une initiative que tu as rencontrée cette année et qui t'a particulièrement marqué, intéressé? Alors je suis désolé, je vous prends un peu comme ça, brûle pour point. Non, mais justement, c'est pas un piège. C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais parler d'une qui me vient tout de suite à l'esprit, même si ça fait un peu pub croisée, c'est sans doute pas génial, mais c'est pas grave. C'est un retour qui est proposé par Climate sur quelque chose qui s'est passé pendant la COP21, qui est sur regarder comment est-ce que la communication a utilisé beaucoup de références geeks pour parler du climat. Et quand on dit références geeks, c'est essayer de s'appuyer sur les séries télé. Les super-héros, la science-fiction, etc. Et qu'on voit en fait que pendant la COP21, il y a eu quelque chose qui s'est passé où on voyait du Game of Thrones partout pour dire qu'il y avait du réchauffement climatique ou que le climat a été changé, et que ça permettait à tout le monde de s'approprier des messages en fait, et de les partager et de les réutiliser à sa sauce. Et ça pour moi ça veut dire qu'on commence vraiment à regarder vers la société civile et quels sont les outils et qu'est-ce qu'elle pense quand on lui parle climat en fait. Et elle pense pas ONU, mais par contre elle peut penser Game of Thrones, et ça me va très bien qu'elle pense Game of Thrones, et ça me va très bien que demain elle pense Hammam, et ça fait partie pour moi d'une initiative qui change la manière de parler climat dans le bon sens. Vanessa, même chose, Déjà, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Samy. Je ne pense pas que ça serve à grand-chose de tout connaître des rouages de l'ONU. Néanmoins, sauf quand on y travaille. Sauf quand on y travaille, bien entendu, il vaut mieux. Et encore, oui, parce que c'est tellement complexe. Néanmoins, il faut effectivement sensibiliser sur les principes qui ont été mis en avant, sur comment, en fait, cet accord de Paris va venir affecter ma vie au quotidien, mon travail au quotidien également. Et qu'est-ce que je peux faire pour agir? Et donc ça, c'est effectivement important. On le fait notamment à travers la sensibilisation des collectivités territoriales au sud, dans un certain nombre de pays. Pourquoi on le fait? C'est pas simplement pour la culture générale, simplement pour que les collectivités locales, les élus, les techniciens, puissent faire pression après sur leur propre gouvernement. Disent, vous êtes engagés aussi, donc il va falloir que vous nous donniez les moyens d'agir. Alors par rapport aux initiatives intéressantes, il y en a eu tellement en 2015-2016, et c'est ça, ce foisonnement qui était vraiment, vraiment passionnant. Je vais juste peut-être en retenir une, parce qu'on a été particulièrement impliqués dedans, c'est celle du débat planétaire citoyen sur l'énergie et le climat, qui avait eu lieu le 6 juin 2015, alors c'était déjà 2015. Hein. Le Worldwide Views. Exactement, Worldwide Views. Le GRS a organisé celui de Bamako et celui de Kaboul.
faut juste imaginer qu'on a mis dans une salle à Kaboul 100 Afghans et Afghanes qui ont parlé de la COP 21, qui ont parlé de changement climatique, qui ont parlé vraiment de comment ils pourraient agir et est-ce qu'ils voudraient agir réellement sur cet enjeu climat. Et les résultats sont passionnants, c'est-à-dire que vraiment, ils ont compris effectivement que ils devaient eux-mêmes s'engager, alors que c'est un des pays les plus faiblement émissifs de la planète, mais il y a eu cette compréhension. Et pour moi, c'est vraiment agir effectivement sur la société civile locale, et chacun, comme le disait Marine, chacun va, après, dans son cercle concentrique, diffuser la bonne parole, entre guillemets, à ses amis, sa famille, son entourage, ses collègues. Et c'est vraiment intéressant, cette dynamique-là. Marine et Martin, une expérience qui vous a marqué dans l'année passée entre ces deux COP? En fait, nous, on va surtout aussi donner la parole à des artistes. Donc, il y a certains artistes qui nous ont inspirés, et notamment des conteurs. Et aussi, par exemple, là, ce week-end à Nantes, il y avait un événement autour de la protection de l'environnement et du climat au bord de l'Erdre. Et puis, il y avait par exemple cet artiste, Belle du Bitume, qui, lors d'une déambulation dans la ville, va noter les petites plantes qui poussent entre le macadam et qui va le faire écrire aux participants. Et voilà, ça sensibilise les personnes à son environnement, dans la ville, dans le paysage urbain. Donc voilà, il y a ce genre d'histoire, de récits qui à leur échelle, sensibilisent et racontent autrement en fait le climat et sensibilisent les personnes autour d'elles d'une autre manière, et qui aussi parfois a plus d'impact. L'art aussi a énormément d'impact en fait sur le changement de mentalité. Martin, une expérience aussi à partager? Ouais, j'ai juste envie de penser un peu aux mates qui sont au Népal et au Mali, parce qu'on a des communautés assez actives là-bas et qui en fait ces derniers mois sont énormément donnés pour aller dans les écoles et pour parler climat. Donc pour essayer de montrer à quel point c'est quelque chose qui peut nous impacter et qui est finalement on est quand même tous dans le même bateau, différemment, mais on est tous dans le même bateau. Et là-dessus, moi ce qui m'impacte, c'est aussi cette idée que finalement ces gens-là, on bosse avec eux. Pour l'instant, je les ai jamais rencontrés, mais on travaille ensemble sur Skype, par mail, etc. Finalement, on essaie de se donner chacun les clés pour agir de notre côté, mais on le fait quand même avec cette idée de famille, d'objectifs communs. Et finalement, ça fait quand même chaud au cœur de se dire, voilà, on voit les photos qui sortent sur Facebook de cette salle de classe au Népal, où ils ont passé 2 heures à parler climat. Moi, je trouve que c'est des initiatives qui me plaisent et qui me motivent, en tout cas, pour travailler dans cette association. Très bien. Alors, on est entre deux COP, et puis il y a aussi un événement, c'est pas forcément dans l'intitulé de notre échange, mais il y a un événement qui concerne plutôt la France en mai prochain, c'est la présidentielle. À votre avis, je sais que c'est pas forcément votre métier, mais puisque nous représentons nous aussi la société civile, quels sont les bons chemins, ou ceux qui fonctionnent, en tout cas ceux que vous avez vu fonctionner, pour que tout ça puisse revenir dans ce débat, c'est-à-dire pas seulement que la COP22 existe dans les médias français, mais que tout simplement la question du climat et la question de la transition d'une façon générale soit au cœur de la campagne présidentielle. Est-ce que vous avez encore un espoir en ça, et voilà, c'est un témoignage assez libre finalement, puisque c'est aussi la clôture de ce live, en mettant un peu de perspective. Je vais lancer avec de l'imaginaire, on va dire, ou de l'utopie. Avant la COP21, il y avait eu une initiative qui avait fait pas mal de bruit sur le climat et qui, je pense, sur le paysage médiatique français, avait vraiment mis le sujet aux yeux de tous, ou de vraiment beaucoup de gens. C'était le travail fait par la Fondation Nicolas Hulot, et donc Nicolas Hulot lui-même, avec un certain nombre de youtubeurs français pour parler justement du climat, et à travers la dérision de la figure notamment de Nicolas Hulot, qui a été, je pense, très courageux là-dessus, et ça s'est retrouvé en fait vraiment partout, c'est-à-dire que ça s'est vu à la télé, il y avait marqué vu à la télé parce qu'on en a parlé sur certains JT. Voilà, moi j'ai beau bosser à Place to Be, j'ai énormément de connaissances et d'amis et familles qui ne sont pas sensibilisés au climat, et pourtant je l'ai retrouvé sur leur mur Facebook systématiquement, on me l'a envoyé par mail, etc. C'est un bon exemple de choses qui font parler du sujet. Donc dans l'optique de la présidentielle, moi j'ai un rêve idiot et qui n'arrivera sans doute pas, mais sait-on jamais, c'est qu'un certain nombre
de ces youtubeurs qui, à l'époque, il y a 1 an, avaient dit aux côtés de Nicolas Hulot, le climat c'est un sujet, pourquoi est-ce que là, ils ne se serviraient pas de leur notoriété et de leur visibilité auprès des jeunes et des moins jeunes pour dire, tiens, c'est les élections présidentielles et où c'est passé, quoi. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler entre les Gaulois et le reste? Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce sujet? Revenez-y de la bonne façon. C'est-à-dire que là, la seule fois où on a vraiment parlé climat ces derniers temps, ça s'est plutôt mal passé, quoi. Donc, oui, vous voulez dire la seule fois où quelqu'un a parlé climat. Oui, voilà. Mais le problème, c'est qu'il a quand même, malgré tout, un impact médiatique. Il en a encore fort. mais plus pour longtemps. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est... Son sort est scellé. Je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais effectivement. Je fais du second degré, je précise. On ne sait jamais avec des animaux pareils. Non, mais effectivement, il faut arriver de nouveau à remettre ça au centre des débats. Je pense que toutes les initiatives vont être bonnes pour ça. Effectivement, je compte sur des figures médiatiques comme Nicolas Hulot, comme d'autres aussi, qui sont quand même très, très engagés et qui peuvent parler à tous ces candidats. Là, il y en a, je ne sais plus combien, 40, donc des candidats potentiels, pour effectivement les engager à parler aussi de ce sujet-là comme un sujet majeur. Mais il y a effectivement encore un peu de boulot compte tenu des priorités qui sont au niveau des Français eux-mêmes, pas du tout centrées autour du changement climatique. Donc il va falloir effectivement faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et peut-être en raccrochant ça à leurs enjeux principaux. Je ne sais pas, quand on parle emploi, transition énergétique, la connexion à nous est évidente. Oui, il faut présenter des exemples très concrets sur effectivement comment la transition énergétique va vraiment permettre de créer de l'emploi, va permettre de changer les modèles, quoi. Oui. Mais il faut du concret. Je crois qu'aujourd'hui, il faut du concret pour arriver à montrer aux Français que c'est pas juste de l'utopie. Et on voit qu'il y a plein de solutions, y compris en France. Oui, le problème n'est pas un problème de solution, c'est de les adopter. Martin, je sais pas comment tu les appelles, les mates, les mates, participants de Climate. Il y a sûrement des youtubeurs, des créatifs, ils ont des talents. Il faut les motiver à faire irruption dans le débat public. En fait, on y réfléchit, on atteint beaucoup parce que la question politique, c'est une question. Scoop. Voilà, on ne sait pas encore trop comment se positionner par rapport à ça, on y réfléchit. C'est sûr qu'à titre personnel, on a envie quand on entend certains propos de politiciens, on a envie de bondir, de crier. On le fait à titre personnel chez nous. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir effectivement utiliser tous les moyens possibles et imaginables. Et aujourd'hui, ce qui marche, c'est des vidéos comme celle dont tu parlais. Parce que là, d'un coup, on touche à un énorme public, on se marre, on se rend compte que le climat, c'est pas forcément un truc affreux, compliqué, etc. C'est un truc qui nous concerne tous et dans lequel on peut se retrouver. Et moi, je crois plus à ça qu'aujourd'hui à l'idée que ça va être le sujet numéro 1 de la campagne, parce que ça ne sera pas le sujet numéro 1 de la campagne, malheureusement. Ça, malheureusement. Mais voilà, donc je crois plutôt à ces initiatives. Samy ? En tout cas, ça viendra pas d'en haut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'aujourd'hui, en tout cas la vision qu'on a médiatique de la position, il n'y a pas l'un des candidats qui va dire « je vais en faire mon cheval de bataille ». Donc il va falloir que plutôt d'en bas, et je pense qu'effectivement c'est le rôle d'un certain nombre d'associations et de citoyens, on essaye de le faire remonter le plus haut possible. Mais ça ne viendra pas d'en haut, on en est à peu près conscient. Vanessa et puis Marine pour finir. C'est peut-être pas l'accord de Paris lui-même qui va remonter au centre des campagnes. Par contre, il faut aussi que les divers candidats s'engagent par rapport, si on discute des accords transatlantiques, si on discute de ces accords commerciaux, des choses qui finalement, eux, vont directement impacter la vie des Français, mais qui font le lien avec le changement climatique. C'est là-dessus aussi qu'on va pouvoir reparler de nouveau de l'engagement de la France en matière de lutte contre les changements climatiques. Et je pense que là, il va falloir effectivement que la société civile réellement pousse pour que ce soit au centre des sujets. Alors justement, sur le TAFTA ou le CETA, comment, en quelques mots simples, on fait cette connexion, y compris pour nous pouvoir l'expliquer autour de nous. Vous qui suivez Attention, question géopolitique. Je fais un piège par minute, là, c'est la fin du live, donc attention, il y en a un troisième. J'allais donner un joker, là.
Non, mais Bah, déjà, en le termes- libre-échangisme, c'est beaucoup de transport, déjà. C'est beaucoup de transport, effectivement. C'est aussi diminuer finalement les normes et les standards, disons les affaiblir, notamment en ce qui concerne l'agriculture, en ce qui concerne nos modes d'alimentation. Et du coup, certains modèles comme l'agriculture biologique, comme l'agroécologie, finalement, ne sont pas très adaptés dans un monde du libre-échange où c'est plutôt le profit qui prime et les coûts les plus bas possibles. Donc voilà, il faut arriver à montrer le lien direct que ça a sur la vie du citoyen. Et que finalement, c'est aussi en luttant contre ce type d'accord qu'on lutte contre le changement climatique au final. Bravo, c'est très clair. Marine, une expérience qui t'a marqué, que tu as pu croiser, peut-être au gré de tes pérégrinations journalistiques, et puis ton point de vue sur peut-être les médias, le rôle des médias aussi dans cette campagne. Oui, justement, en tant que journaliste, les médias ont un rôle important pour expliquer ce qui se passe, pour pouvoir aussi expliquer par exemple les impacts de l'accord de Paris au quotidien. Mais le problème, c'est que finalement très peu en parlent, et aussi les médias traversent une crise et où il est temps en fait de renouveler le récit, de réinventer les médias pour pouvoir atteindre le plus de personnes possible. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de faire avec notre projet aussi, de créer une nouvelle forme de récit pour pouvoir essayer de raconter autrement. Et là, en ce moment, oui, je pense que les médias, ils vont avoir un rôle important aux prochaines élections, et c'est là aussi que ça va se jouer à ce niveau-là. Très bien. On doit conclure ici. Peut-être on peut juste donner, alors attention, c'est la troisième question piège, les dates de la COP22. Qui peut les réciter ? Alors, ce sera du 7 au 18 novembre à Marrakech. Et nous serons donc nombreux à y être autour de cette table. Et je voulais vous remercier tous d'être venus sur ce plateau que nous avons organisé. Je voulais remercier l'ensemble des intervenants qui ont participé aux 5 plateaux qu'on a organisés à Climate Chance. Je voulais évidemment remercier Climate Chance de nous avoir offert cette opportunité et d'avoir accueilli vraiment beaucoup de beaux intervenants qui ont participé à énormément des forums et des ateliers qu'on a ensuite pu solliciter pour qu'ils viennent ici. Et enfin, évidemment, je voudrais remercier Walter d'avoir animé 4 de ces 5 plateaux, ainsi qu'Anne-Cécile Bras qui a animé le 5e de ces plateaux, qui ont permis, je pense en tout cas, aux intervenants de prendre le temps d'exprimer leurs idées sur le changement climatique, et même beaucoup plus que cela, et la transition en général. Et ça marche quand même mieux quand on peut prendre un peu de temps comme ça. Et donc merci beaucoup, Walter. Bye bye et shukran.